Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ayant bien profité de ma petite pause, il est désormais temps de remettre les mains dans le cambouis. Et cela tombe bien puisque récemment, un de mes amis m'a proposé un sujet de vidéo plutôt intéressant. Alors bien entendu, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà proposé des sujets de vidéo, mais ne vous inquiétez pas car je les ai tous pris en compte. Ils sont notés quelque part, donc vous inquiétez pas, votre requête n'a pas été laissée dans le vent. Même pour vous dire, ce sujet de vidéo qui m'a été proposé, je devais normalement le remettre à plus tard. Mais étant donné que les sujets que j'allais vous proposer pour le reste de l'année ne sont ni plus ni moins que de grosses vidéos, eh bien ce sujet tombe pile poil pour la rentrée. Bref, ne tardons plus et commençons à aborder le sujet de la vidéo du jour. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez ce que je pense des adaptations. Souvent dénigrées car ils ne respectent pas le matériau de base, et pourtant, sans que le public ne s'en rende compte, la majorité des films populaires sont avant tout des adaptations libres de romans. Un exemple concret de cela, les deux premiers opus de la série Die Hard, Piège de cristal et 58 minutes pour vivre. Le premier étant l'adaptation du roman Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp, et le second du roman 58 minutes de Walter Wager. Les deux romans n'ont évidemment aucun lien entre eux, ni la mention d'un certain John McClane. Et pourtant, cela n'a pas empêché le public d'apprécier grandement les films. Bien que c'est surtout le fait que la majorité ignorait que c'était adapté de romans à la base, il reste que c'est un des nombreux exemples de la liberté que l'on peut prendre lorsqu'on adapte un roman, ou une œuvre en général. C'est pour cela par exemple que je défendrai toujours le Super Bros, le film de 93, car même si le film possède des choix très étranges, il reste pas moins divertissant et allant jusqu'au bout de ses idées, et que lorsque vous jugez une adaptation, vous devez le juger en tant que tel. Cependant, je dois admettre que parfois certains films sont adaptés d'œuvres un petit peu particulières, disons-nous. Laissez-moi avant tout de vous parler de Milo Manara. Milo Manara est un auteur de bande dessinée d'origine italienne. Né le 12 septembre 1945, il est essentiellement connu et considéré comme un maître des bandes dessinées érotiques. Il débute sa carrière en 1968, publiant essentiellement ses planches pour financer ses études d'architecte à Venise. Il finit néanmoins par laisser tomber et se concrétiser entièrement à la bande dessinée. Son statut de maître de la bande dessinée érotique voit le jour en 1983 lorsqu'il sort sa BD Le Déclic. Une BD que je trouve profondément dégueulasse, dans lequel une jeune femme innocente se fait implanter à son insu une puce dans le cerveau qui lui provoque des pulsions sexuelles. Pulsions qui sont activées via une télécommande contrôlée par un docteur maléfique. Étalée sur 4 tomes, nous verrons cette pauvre femme ne plus être maîtresse de son corps, puisque la télécommande en question passera de main en main au fur et à mesure des tomes, nourrissant auprès du public masculin l'idée de la domination et du viol. Bien entendu, c'était un problème plus général des BD érotiques de l'époque. S'adressant essentiellement aux hommes, il fallait avant tout assouvir leurs pulsions. Et encore, réaliser des bandes dessinées érotiques n'est pas le problème. Montrer l'amour de deux personnes qui ont envie de l'un et de l'autre, ça peut être plaisant à lire. Mais faire des histoires érotiques sur des femmes qui ne sont pas consentantes en est une autre. À titre de comparaison dans ton âme en plus gravis, même si j'ai préféré largement lire cette BD que ceux de Manara, je fais exactement les mêmes reproches. Cependant, les moments crus de la BD sont expliqués. Étant donné que l'univers est une métaphore du sida, les gens doivent se retenir de se secouer le petit soldat au risque d'être infecté et de se transformer en monstre, ce qui les pousse à être agressifs juste pour tirer un coup. Mais reste que Milo Manara est une figure très connue du monde de la bande Disney érotique. Possédant un style unique et reconnaissable, il a pu collaborer avec énormément de monde, de Neil Gaiman en passant par Marvel Comics. D'ailleurs, petit truc cool, mais durant la pandémie, Manara se lance dans une série de coquilles qui a pour but de représenter les femmes au quotidien, une manière pour lui de rappeler leur importance, les mettant en scène dans des situations quotidiennes mais qui fait sens. Son dernier projet en date étant une adaptation en bande dessinée du roman Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui a lui aussi connu une adaptation au cinéma en 1986 par Jean-Jacques Hano. Bon, j'ai fait un grand détour, mais intéressons-nous à une de ces BD précises. C'est le 6 novembre 1997 que sort une nouvelle bande dessinée de Manara, le Kama Sutra. Une histoire de 87 pages, où l'on suit le personnage de Parva qui, après avoir récupéré un mystérieux colis, se voit commission de libérer Shiva en réussissant 3 épreuves, étant prisonnier d'une mystérieuse ceinture représentée par un serpent. Le tout englobé d'événements burlesques qui l'amèneront avec ses amis dans un temple hindou et qui devront accomplir les épreuves au profit de la déesse Kali. La BD se concluant par Parva qui ne réalise aucune des épreuves demandées, puisque c'est l'une de ses amies qui va s'en charger à sa place, et finit par retrouver sans aucune explication Shiva, concluant la BD avec les deux qui copulent, ainsi qu'un message final pseudo-intellectuel. Alors bien sûr, venant d'une BD érotique, il faut pas non plus s'attendre à beaucoup de métaphores, mais, et vous l'avez sans doute constaté, mais la BD s'inspire beaucoup de la culture
culture hindoue. Oui, je sais, c'est assez évident, la BD s'appelle le Kama Sutra. Mais la présence des dieux et de nos choisis n'est pas là par hasard. À commencer par Shiva lui-même. Bon, je vais essayer de vous résumer tout ça de façon très grosso merdo. Faisant partie des 3 dieux primordiaux de la culture hindoue, il est le dieu de la création et de la destruction. De ce fait, son rôle est assez ambigu, et que en gros, Shiva c'est le dieu des dieux. Quant au personnage de Parva, son nom ne lui est pas donné par hasard. C'est un diminutif du prénom Parvati, deuxième épouse de Shiva. Parvati étant la réincarnation de la première épouse de Shiva qui se prénommait Sati. Elle représente la sensualité et la sexualité, et lorsqu'elle est réunie avec son mari Shiva, c'est les draps qui s'en souviennent. Et pour conclure sur la divinité, on peut noter la présence de la déesse Kali, une divinité que la pop culture s'était déjà emparée dans le film Indiana Jones et le Temple Maudit, ainsi que le jeu Secret Mission, 2 œuvres que j'aime beaucoup bizarrement. Son rôle est d'ailleurs quasiment similaire à celui de Shiva. Elle est la représentation de la mère divine ainsi que de l'amour maternel. Et ce n'est pas un hasard quand on apprend que Kali n'est ni plus ni moins que la part sombre de Parvati. Pour vous faire un exemple beaucoup plus vulgaire, considérez que Parvati c'est Bruce Banner et que Kali n'est ni plus ni moins que Hulk. Énormément d'éléments qui, intéressants soient-ils, n'ont absolument aucun intérêt dans la BD. Bien entendu, il faut savoir que la croyance hindoue se base beaucoup autour de la sexualité. Et on sent que Manara s'en est servi comme prétexte pour proposer de l'érotisme comme il sait faire. On pourrait dire qu'à travers la croyance hindoue, il y a une espèce de message autour de la liberté sexuelle, mais c'est juste une BD érotique avec quelques messages intellectuels par-ci par-là. Mais malgré ce que je vous ai expliqué, la BD a énormément plu, faisant même partie des meilleurs ouvrages de Manara. Et évidemment, lorsque ton nom devient suffisamment connu, c'est le moment de discuter à propos d'une éventuelle adaptation cinématographique. Car en effet, Milo Manara a vu au moins 3 de ses œuvres être adaptées au cinéma. Les 3 œuvres étant des films français, comme par hasard, l'adaptation de sa BD de Déclic en 1985, un téléfilm d'animation adapté de sa BD Le Parfum de l'Invisible, sorti en 1997, dont hélas je n'ai pu trouver que cet extrait que vous êtes en train de voir, et le moins que l'on puisse dire c'est que le téléfilm était clairement destiné aux adultes, et enfin le film qui nous intéresse, La Légende de Parva, sorti en 2003. Au début de la vidéo, je vous avais expliqué que certains films sont adaptés d'œuvres plutôt surprenantes. Eh bien, parce que La Légende de Parva, adaptée d'une BD érotique de Milo Manara qui, je rappelle, s'intitule Le Kama Sutra, est un film pour enfants. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, mais il faut savoir que la BD Le Kama Sutra a connu 2 adaptations. La première étant une adaptation de jeu vidéo sortie en 1998. Le jeu est assez fidèle et reprend à la lettre l'histoire de la bande dessinée, avec un effet 3D plutôt cool pour l'époque. C'est un jeu point and click et d'énigmes assez sympathique. Tellement sympathique que vous pouvez directement sauter à la fin du jeu si le jeu vous gonfle. Et si vous vous posez la question, oui c'est bien moi qui joue, parce que je pense pas que des gens assez fous aient fait un let's play sur ce jeu sur YouTube. Moi-même je suis déjà assez fou de vous le montrer. Mais c'est courant l'année 2003 que la BD sera adaptée au cinéma. Et alors là, même si j'ai des choses à vous dire à propos du film, je n'ai aucune explication à savoir pourquoi est-ce que la BD a été transformée en film d'animation pour enfants. Et malgré de fructueuses recherches, je n'ai absolument rien trouvé. En revanche, il est à savoir que le film est produit par Carrère Group, une société de production française qui a notamment œuvré pour la télévision, signant ici leur premier et unique film au cinéma. Ils sont notamment connus pour avoir produit des séries d'animation telles que Esprit Fantôme ou encore Princesse Scheherazade, mais également une série intitulée Barbe Rouge, avec à la réalisation un certain Jean Cubaud, un dessinateur de bande dessinée et réalisateur de séries d'animation, à qui on doit entre autres les épisodes de la série Clémentine, Moi Renard ou encore Les Histoires de Père Castor. Et étant donné que la plupart de ses travaux font écho à mon enfance, je me suis rendu compte que Jean Cubaud avait un style qui permettait de le reconnaître immédiatement. Et du coup, je pense connaître les épisodes de Père Castor qu'il a réalisés. Mais également, Jean Cubaud est connu pour être le réalisateur de La Légende de Parva. Au scénario, l'on retrouve un certain Vincenzo Cerami. Loin d'être un illustre inconnu, c'est un romancier, journaliste et scénariste qui a notamment énormément collaboré avec Roberto Benigni, notamment à l'écriture de ses films, dont son dernier ouvrage avant son décès sera Le Tigre et la Neige. D'ailleurs, il est à savoir qu'en 2007, Vincenzo Cerami collabora avec Milo Manara pour écrire Les Yeux de Pandora, qui sera édité par Les Humanoïdes Associés. L'animation du film sera confiée à un studio nord-coréen SEK, ou SEK, je sais pas comment ça se prononce. Un studio qui s'est occupé de l'animation des séries comme Les Histoires de Père Castor, Les Malheurs de Sophie, Marcelino, Pif et Hercule ou encore Princesse Scheherazade, mais également de quelques séries provenant de Mondo World. Leur application dans ces productions vient du fait que c'était moins coûteux. Au casting du film, de belles têtes d'affiche. Le film se paye
le luxe d'avoir André Dussolier, Isabelle Carré ou encore Ludivine Seigné. Et avec tout ça, le film sort officiellement au cinéma le 12 février 2003. Et bien sûr, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il se fasse mitrailler par les critiques. Car en effet, aujourd'hui, le film est considéré comme un des plus mauvais films d'animation français jamais fait. Et bien que je l'aurais voulu, je ne peux malheureusement pas dire le contraire. Bien que l'histoire du film reprend quelques bases de la BD érotique, y compris certaines péripéties, dans son ensemble, le film s'éloigne assez de la BD. Et comme vous vous en doutez, étant destiné à un public plus jeune, énormément d'éléments faisant écho à l'érotisme ont été supprimés. Mais malgré ce travail de réadaptation, le premier gros problème du film, c'est son scénario. Pour vous expliquer en quoi, voici le pitch du film. Afin de sauver l'esprit de Shiva enfermé dans une prison de cristal, qui se situe dans une espèce de dimension parallèle, le sage Swami, aidé de son assistant informaticien Yanni, interpelle une certaine Parva, une jeune étudiante en art de 17 ans, pour qu'elle s'introduise dans ces dimensions afin de sauver Shiva. La raison pourquoi elle fut choisie est qu'elle est née à l'instant même où un bloc de saphir d'une pureté exceptionnelle percuta la Terre. Touché par cette beauté cosmique, c'est un être de lumière doté d'un rayonnement magique qui la lie sans qu'elle le sache au prince Shiva. Reliée à lui, elle peut donc pénétrer dans cette espèce de monde virtuel dimensionnel sans problème. Mais hélas, échoue à le sauver la première fois. Plus tard, à la suite d'un accident de moto, elle récupère un étrange colis qui contient un petit chiot. Ce dernier est en fait un réceptacle où a été enfermé l'esprit de Shiva, ce qui n'empêcha cependant pas ce dernier d'utiliser ses pouvoirs. Pouvoirs qu'il utilisera lorsqu'on le kidnappera une première fois mais pas la seconde fois, ce qui, suite à son enlèvement, poussera Parva à voyager jusqu'au golfe du Bengale. Car en effet, tout cela est l'œuvre du terrible tyran Malo, qui, voulant accroître son pouvoir, fait de sorte à ce qu'il ne puisse pas affronter Shiva lui-même. Mais c'était sans compter sur Parva, ainsi que son ami Lula, ainsi que l'esprit de sa mère, qui réapparaît une fois de temps en temps pour guider Parva en lui faisant réapparaître des objets de son enfance. Et à quelques virages près, je viens de vous résumer toute l'histoire du film. Le souci principal de son scénario n'est pas dû aux libertés prises par rapport à la BD d'origine, mais dû à sa complexité. Le film est en soi surchargé d'éléments, au point qu'il est bordélique à comprendre la première fois. Un exemple de cela étant que le film n'a même pas atteint la première minute qu'on est déjà assailli d'informations, et au bout d'autres minutes, on nous a résumé tout le lore. Sachant que le film dure au total 1h26, et ce problème de gestion du scénario démontre un autre problème, un gros souci de rythme et de montage. Le film ne se pose à aucun moment. Les scènes s'enchaînent assez rapidement au point que même les fondus eux-mêmes sont rapides, et lorsque le film commence à respirer, c'est au moment où les enjeux arrivent, faisant que d'un seul coup le tout avance à 2 à l'heure. Et donc du coup, pour nous faire patienter, nous avons le doublage du film. Possédant une distribution assez remarquable, il est naturel de s'attendre à un doublage de bonne qualité, et cela aurait pu être le cas si les comédiens ne parlaient pas comme s'ils avaient pris 3 tasses de café. Ah, tu te caches, hein? Viens ici, je vais te faire une beauté. T'as perdu une brosse, toi. Ça y est, je t'ai eu. Mais arrête, idiot. Attends, Parva, attends. T'es folle, c'est trop dangereux, reviens. T'es trop comme fille. Elle est complètement folle. En mon sens, celui qui s'en sort n'est autre que André Dussolier, ce dernier s'occupant d'être le narrateur du film. Le souci, c'est que ses interventions ne sont là que pour t'expliquer ce que tu es en train de regarder, ce qui réduit drastiquement l'impact des scènes. La disparition d'Indra laissa un vide dans le cœur de Parva. Elle se sent seule sans lui et elle a peur pour lui. Elle va tout faire pour le retrouver. Un autre point qui a été très critiqué du film, c'est évidemment ses décors 3D, beaucoup pointant du doigt que cela donne un aspect jeu vidéo au film. À cela, je suis très mitigé sur le sujet, même si cela a vieilli, cela donne une esthétisme particulière au film, mais également que la caméra 3D permet quelques audaces, comme des travelling ou un effet de mouvement. Le souci étant que sa présence à l'écran n'est pas véritablement justifiée. Elle aurait juste pu servir pour des scènes de rêve ou autres, mais ce n'est pas le cas. À mon sens, il y a 2 explications à cela. Étant donné que Pixar était en train de révolutionner le monde de l'animation avec sa 3D, le monde de l'animation 2D a essayé d'y survivre en créant un mélange, comme Titan ou La Planète au Trésor qui sont injustement des échecs. Mais il y a une autre explication. Je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo que Jean Cubaut s'était occupé d'une série appelée Barbe Rouge. Eh bien, il faut savoir que cette série animée française de 1998 comportait ses premières scènes en animation 3D, un aspect qui a beaucoup plu à Jean Cubaut et qui a tenté de réintégrer dans la légende de Parva. Et évidemment, comme c'est de la bonne vieille 3D début années 2000, cela a mal vieilli, évidemment, et même si l'on peut applaudir l'effort, c'est un petit peu utilisé n'importe comment. Mais la question qui reste primordiale, comment est-ce qu'on a pu passer d'une BD érotique qui s'appelle le Kama Sutra à un film pour enfants? Et surtout, quelle fut la motivation principale?
Peut-être qu'à travers la croyance hindoue que la BD nous montre, il y a sans doute un aspect que le film aurait repris pour parler d'amour et d'union, puisque les deux œuvres font allusion au couple Shiva et Parvati. Peut-être expliquer aux enfants que nous devons nous aimer et non nous détruire. Eh bien non, le principal intérêt et moral de ce film, c'est l'écologie. Et je ne plaisante absolument pas, c'est vraiment la morale du film. Tout le but du film est de nous montrer ô combien l'être humain pollue la Terre, empêchant Shiva, dieu des dieux, de la purifier. Bien que je comprends qu'il a fallu tout réadapter pour les enfants, et le choix reste quand même assez étrange d'avoir sélectionné une BD érotique, au final c'est pour nous offrir un film qui franchement aurait pu très bien ne pas du tout être une adaptation de cette BD en question. Parce que le film a beau présenter les personnages et quelques péripéties inspirées de la BD, pour au final un résultat qui les rend inutiles. Mais dans un autre sens, le défi était là, car si on coupait toutes les scènes sexuelles de la BD, il ne resterait plus grand chose de la BD car l'histoire en elle-même est assez courte. Et donc il fallait trouver un moyen pour qu'elle soit rallongée pour le film, allant jusqu'à ajouter des éléments ou des scènes qui seront propres au film. Si dans la BD Parva se retrouvait complètement par hasard sur le Sonodomo parce qu'elle s'est cachée dans une camionnette pour échapper à son agresseur, dans le film c'est parce que les agresseurs ont kidnappé son chien qu'elle y va de son plein gré. D'autant plus que dans la BD, la séquence sur le bateau ne sert strictement à rien. Il s'agit juste d'un prétexte pour que Parva atterrit à l'endroit où elle devait aller, puisque dans la BD tout est basé sur le jeu du hasard. Mais le film quant à lui essaie de donner des explications ainsi qu'un sens à l'aventure de Parva. Tout simplement parce que la trame a un tout autre sens. Un autre exemple de cela étant que dans la BD, les épreuves que Lula devra parcourir pour sauver Parva sont évidemment des actes sexuels. Bien que l'idée ait été conservée dans le film, les épreuves ont complètement changé. Cette fois-ci, c'est Parva qui s'en charge, un des rares moments où elle est vraiment l'héroïne. L'un d'entre eux consiste à ce que Parva soit munie d'une épée et devra se battre contre des motards. Oui, bon, niveau cohérence, on repassera. Mais également l'épreuve finale qui n'est ni plus ni moins ce qu'elle a essayé de faire en début de film. Je pense qu'il y a un sens à cela, mais étant donné que tout n'est pas vraiment développé, difficile de dire quoi exactement. Et même si c'est le seul vrai bon point que je peux accorder au film, pour ce qui est des personnages, la relation qui unit Shiva et Parva n'est jamais réellement expliquée hormis vite fait au début, et ne connaîtra aucun développement par la suite, puisque leur seule utilité, ainsi que tous les personnages du film, sont d'être des personnages de fonction, c'est-à-dire que leur seule utilité étant de faire avancer le scénario plutôt que de connaître une progression émotionnelle. Parva ne prenant jamais de décisions qui peuvent influencer l'histoire, puisque c'est le sage Swami qui lui dit quoi faire, n'étant tout simplement qu'un outil dans sa propre histoire, puisque le personnage central du film étant Shiva lui-même. Ce qui fait que d'une part, tu ne comprends absolument pas le titre La légende de Parva, et de deux, tu comprends encore moins pourquoi l'avoir adapté d'une BD de Manhara. Qui s'est dit en lisant la BD de Manhara, mon dieu, ça fait un super film d'animation pour enfants qui parle d'écologie. Cependant, après vérification, il y a bien un aspect de la BD qui a été conservé dans le film. C'est que tous les hommes du film semblent avoir une fixation sur Parva. À savoir que dans le film, Parva a à peine 17 ans. Fort heureusement, le film ne va pas plus loin que ça, il est... Oh merde! Mais au-delà de ça, le film n'a aucun rapport avec la BD, voire même l'adaptation en soi est inintéressante. Et quant au film, la réalisation parle d'elle-même. C'est même la réaction que j'ai eue quand je l'ai regardé, c'est à quel point le film ne donne pas du tout cette impression d'être un film d'animation sorti au cinéma. Tous les soucis présentés démontrent que la production et Jean Kubo ne sont pas destinés à réaliser des films, mais juste se contenter de la télévision. On a même cette sensation que le film a plus été pensé comme étant une cumulation d'épisodes plutôt qu'un vrai long métrage. Et encore une fois, faire de ce projet une adaptation d'une BD érotique en film pour enfants n'a au final aucun intérêt en soi. Cela aurait même été beaucoup plus logique d'adapter une BD de Franquin par exemple, au vu de la portée de son message bien sûr. Alors oui, le film précise que c'est une adaptation libre de la BD de Manhara, sans préciser le titre pour autant. Mais au final, le fait qu'il soit une mauvaise adaptation n'est pas le problème, c'est juste que son support d'origine est discutable. Et qu'en soi, le film n'essaie pas de proposer quelque chose de plus intéressant que la BD elle-même. Comme j'ai expliqué tantôt, le film aurait pu très bien se baser sur la relation entre Shiva et Parva pour parler d'amour et d'union des peuples, ce qui aurait rendu ce film beaucoup plus intéressant que la BD de base. Mais comme le film se concentre sur un problème écologique, du coup tu perds l'intérêt de l'adaptation. Mais le plus flagrant est qu'en soi ce n'est même pas un bon film, et qui est complètement inintéressant. Certes, le film a fait ce qu'il a pu, mais c'est peut-être du fait qu'il a essayé d'être complètement à l'opposé qui a perdu son sujet de base. Mais reste que je ne vous conseille pas de regarder La légende de Parva. C'est un film qui est trop mauvais et bordélique, et même pour les enfants. Voilà, je pense en avoir fini avec ce film. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère moi n'avoir rien oublié, parce que bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai été obligé de refaire une partie de la bande son parce que tout a été corrompu, mais au final j'ai réussi. Prenez soin de vous, une bonne rentrée et à la prochaine!